Il y a un sujet, Mathieu, que j'aimerais aborder avec toi, c'est celui de l'altruisme. Puisque les discussions avec toi, toutes les recherches aussi récentes scientifiques, tous les corpus de connaissances et de pratiques bouddhistes m'ont appris également que cette dimension d'altruisme, aller vers autrui pour l'aider, soulager ses souffrances, lui faire du bien, sont fondamentales dans notre capacité à pouvoir être nous-mêmes heureux, apaisés, sereins. Et ça, il me semble que la psychologie occidentale l'a longtemps négligé lorsqu'on voulait aider nos patients à aller mieux, à être un peu plus heureux pour prévenir leur rechute dépressive, etc. On leur apprenait des tas de choses, à s'affirmer, à s'estimer, à se faire du bien, mais on oubliait pendant longtemps cette dimension du don à autrui. Or, aussi bien vous, les bouddhistes, que les recherches scientifiques depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, nous ont rappelé que se tourner vers les autres et aider les autres, tout en prenant soin de soi également, on en reparlera, était extrêmement puissant pour aller mieux en termes de bien-être et de bonheur. Bah, aller mieux, ça veut aussi être peut-être moins vulnérable à tout ce qui normalement souvent déstabilise très facilement les gens dans l'existence, c'est-à-dire le moindre échec, la moindre critique, au contraire, si on fait des louanges, ils se gonflent de vanité, autant de facteurs qui vont déstabiliser notre sentiment de bien-être. Donc c'est vrai que d'être un sentiment exacerbé de l'importance de soi ou d'être centré sur soi-même, en fait, on offre une cible à toutes ces difficultés de l'existence, d'avoir un impact considérablement magnifié. C'est une sorte d'amplificateur de nos souffrances que d'être constamment centré sur soi-même, parce que à ce moment-là, la moindre chose, le monde peut surgir en ennemi, ou au contraire, on instrumentalise autrui et le monde, ce qui n'est pas une relation saine à l'égard d'autrui. Si on instrumentalise tout le monde autour de nous, c'est pas comme ça qu'on a des relations humaines harmonieuses. Donc, ça vient à donner l'idée, qui n'est pas seulement celle du bouddhisme, il y a des gens comme Fromm qui avait dit que la poursuite d'un bonheur égoïste est vouée à l'échec parce qu'il y a une contradiction interne. Parce que moi du matin au soir, ça ne rend pas les gens heureux. Tandis que, précisément, si on se tourne davantage vers autrui, on est moins obsédé par les petits hauts et les bas de l'existence qui nous concernent uniquement nous. Donc on a un plus vaste espace, on a une plus grande capacité de résilience, on voit les choses telles qu'elles sont, cette vaste interdépendance des choses, on n'est pas les seuls à souffrir. Et donc ça nous donne un élargissement qui contribue en fait, à notre bien-être et à notre solidité pour justement être moins vulnérable aux aléas de l'existence. Oui, oui, oui. Mais tu vois, ça a été longtemps un peu contre-intuitif, cette notion que finalement, quand je ne vais pas bien, parfois c'est en allant vers les autres, non pas pour me plaindre, pour me faire consoler, mais pour les rencontrer, voir les aider, que je peux aller mieux. Chez un de nos collègues que tu connais, Jonathan Haidt, qui a écrit un très beau livre sur le bonheur, racontait une anecdote qui m'avait beaucoup fait rire en la lisant. Il avait un collègue qui, lorsqu'il était ado, faisait la gueule, des fois était un peu déprimé, et sa mère lui disait « Oh Ted, tu n'as pas l'air très en forme aujourd'hui, si tu allais aider quelqu'un pour te remonter le moral. » Quand il était ado, ça l'énervait beaucoup, mais finalement, une fois adulte, il a compris que ça avait du sens. Et ça n'est pas encore un réflexe chez beaucoup d'entre nous de se dire quand je souffre trop, le mécanisme psychologique de la souffrance pousse à la rétractation. Si j'ai très mal aux dents, je me replie sur mon mal de dents. Si je suis très malheureux, je me replie sur mon malheur. Une des façons, il y en a d'autres, une des façons d'alléger ma souffrance, c'est d'ouvrir un peu la fenêtre ou la porte et puis d'aller vers autrui. Et ça, c'est vrai que nous sommes en train d'essayer d'implanter ça dans nos façons de soigner. Il n'y a pas que ça, il ne s'agit pas de se mépriser soi-même et de tout donner aux autres, mais de trouver cet équilibre entre le soin de soi, la bienveillance pour soi, l'altruisme pour soi, même si ça, on ne dit pas ça comme ça, mais la bienveillance pour soi et la bienveillance pour les autres. Alors, il y a des études en psychologie qui montrent un peu quels sont les effets des différentes émotions sur la façon dont on a un monde intérieur beaucoup plus étroit et rétréci. La colère, par exemple, polarise énormément, rétrécit, on voit entièrement les choses, on voit tout au travers des verres teintés de cette colère. Et donc, c'est une sorte de rétrécissement intérieur qui n'est pas favorable à l'épanouissement. Et des psychologues comme Barbara Fredrickson parlent de l'amour bienveillant comme de l'émotion suprême. Parce que quand on ressent un amour bienveillant, inconditionnel vers quelqu'un qui nous est cher, un enfant ou un inconnu dans le train,
notre esprit s'ouvre. Oui. Et on a montré que cette ouverture permet de voir les choses de façon très différente, est associée à un très grand nombre d'autres émotions positives. Et elle a montré aussi que si on cultive par la méditation l'amour altruiste pendant 15 jours ou 2-3 mois, il y a nettement une amélioration de la qualité du bien-être. Donc en étant plus bienveillant à autrui, on se sent mieux soi-même. Donc c'est le double accomplissement du bien-être d'autrui et du sien propre. Oui, oui, oui. Et ce qui a été très nouveau pour nous, tu vois, c'est de passer de ces convictions que tu viens d'exprimer aux preuves scientifiques. Parce qu'effectivement, jusque-là, dire voilà, soyez plus gentils avec les autres et ça sera mieux pour vous, ça paraît encore à beaucoup de monde, des paroles un petit peu naïves, un peu bisounours, comme on dit, etc. En réalité, non. C'est vraiment une donnée très robuste de toutes ces recherches concernant la bienveillance pour autrui, l'altruisme, etc. Ça va rendre les gens vers qui on va plus heureux, mais ça va aussi nous faire un bien immense. Et il y a autre chose aussi dont on a régulièrement parlé, et tu t'en souviens sans doute, c'est la notion d'auto-bienveillance et d'autocompassion. Je sais qu'au début, tu étais un peu prudent parce qu'évidemment, tu es persuadé, comme je le suis aussi, qu'il ne faut pas être sans arrêt centré sur soi, mais il y a un petit minimum syndical quand même à accomplir dans le soin et le respect et la gentillesse à s'accorder soi-même. Et nous, les médecins, on est souvent frappés par la violence que s'infligent même certaines de nos patients. Tu sais que les patients qui sont très déprimés sont méchants avec eux, se font du mal. Automutilation parfois, des jeunes. Automutilation, ou des autoprivations, ou des restrictions. Et donc c'est aussi un point très important. Donc je ne sais pas quelle est... Alors au début, j'avais l'impression que ça devenait mener au narcissisme, parce que ce n'est pas le cas. Maintenant, j'ai bien compris, grâce aux travaux de Paul Gilbert et Christine Neff, que ce n'est pas le cas. Et j'ai essayé de voir quel était l'équivalent dans le bouddhisme. Et on dit toujours dans le bouddhisme qu'il faut commencer par identifier au plus profond de soi-même en fait, qu'on préférait ne pas souffrir si c'était possible. Alors les gens qui n'ont pas eu l'occasion de s'épanouir dans l'existence, qui ont été soit brutalisés, abusés ou méprisés toute leur enfance, le bonheur leur paraît tellement lointain que la simple évocation du mot bonheur leur fait de la peine, quoi, en quelque sorte. C'est tellement loin de ce qu'ils voient comme étant une possibilité. Et donc, c'est très difficile pour eux. Donc si on leur disait, oui, mais quand même, si jamais vous avez cette petite possibilité d'être heureux, ce serait quand même mieux, non? Et déjà, reconnaître ça en soi, que si c'était possible, je préférerais ne pas souffrir. Ça, c'est cette première étape vers donc, ce qu'on appelle la bienveillance vers soi. Donc si c'est le cas, il ne faut pas faire des choses qui vous font du tort. Si on dit que c'est mieux de ne pas souffrir, on ne va pas se faire souffrir sciemment et intentionnellement. Donc c'est déjà, si on accepte ce principe-là, on trouvera d'autres méthodes de soulager nos tourments que de se mutiler ou de se haïr, etc. Et une fois ça acquis et un peu stabilisé, ce n'est pas si compliqué que ça de se transporter dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Même s'ils sont dans un état lamentable comme j'étais pendant très longtemps, eux aussi, idéalement, préféreraient de ne pas souffrir. Donc cette reconnaissance de cette aspiration en soi permet de la reconnaître chez autrui et donc d'être concerné par le sort d'autrui, d'accorder de la valeur au sort d'autrui. Donc il faut d'abord cette reconnaissance en soi. Je crois que c'est le fondement d'une autocompassion, d'une bienveillance envers soi qui soit saine et qui éventuellement débouche aussi sur un altruisme vis-à-vis d'autrui. Absolument, oui. Et c'est vrai que pour ça nous a beaucoup aidé dans la psychologie occidentale où finalement on avait peut-être trop tendance à valoriser le masochisme, une sorte de désir obscur de souffrir. Un jour, tu m'avais beaucoup fait rire, où tu ne sais plus, lors d'une de nos rencontres ou conférences, tu avais rappelé un truc très simple en disant « Aucun être humain ne se réveille le matin en se disant « Pourvu que je souffre ». Et c'était à la fois très drôle et très vrai. Même des humoristes comme Coluche ont dit « Il n'y a pas de mal à se vouloir du bien ».